On va poursuivre avec notre première table ronde de la journée sur le développement économique. Elle est animée par la journaliste Dominique Larèche qui nous rejoint avec ses invités. Audrey. Bonjour Dominique, c'est à vous. Merci. Bonjour. Voilà, je vais laisser tous les intervenants s'installer les uns après les autres tranquillement. Avec nous, Géraldine Plénier, qui est directrice générale de Positive Planète France. Claude, je crois. Ah, mais t'as pas de place? Ben, viens à côté de moi. Allez, viens. Voilà, on va se mettre les deux sur un. Voilà. Tu vois, on était destinés à être l'un à côté de l'autre. Avec nous également, à ma gauche, Xavier Lantier, qui est délégué général de la Fondation Eiffage, Saïd Amouche, qui lui est président fondateur de Mosaïque RH, Frédéric Bardot, président cofondateur de Simplonco, un entrepreneur social, vous avez reçu le prix d'entrepreneur social de l'année 2017, et à ma droite, Claude Grunitzky, que vous connaissez, puisqu'il vous a parlé. Est-ce qu'il faut encore que je te présente? Non, maintenant tout le monde te connaît, je pense. Voilà. On va parler de l'entrepreneuriat en banlieue, parce qu'en fait, la création d'entreprises est souvent la solution pour sortir les jeunes, et les moins jeunes aussi, pour trouver un emploi dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires. Quels sont les points de difficulté? Comment on arrive à les dépasser? On va parler de tout ça, notamment avec Géraldine Plénier, parce que Positive Planète accompagne depuis 12 ans de nombreux projets dans le domaine de la création d'emplois. Oui, merci. Merci à tous. Bonjour. En effet, je vais vous parler et vous présenter en quelques mots ce que Positive Planète France réalise maintenant depuis 12 ans. Nous sommes créés donc en 2006, à la suite en fait des émeutes dans les banlieues en 2005. Donc c'est un programme qui a été créé par Jacques Attali, un programme qui s'appelle Entreprendre en banlieue. Donc très concrètement, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous sommes déjà, c'est important de le préciser, implantés aujourd'hui dans 39 lieux, antennes, bureaux, dans lesquels en fait on accueille ce qu'on appelle des porteurs de projets, des personnes en fait qui ont une idée pour créer une entreprise. Et donc, je dirais notre activité, notre ambition, c'est de transformer et accompagner les entrepreneurs à transformer véritablement cette idée en véritable entreprise, en activité professionnelle. Et c'est donc surtout un moyen pour également ces entrepreneurs de sortir de la précarité et surtout de s'insérer, d'avoir un emploi et d'avoir une activité professionnelle. Alors, pour être relativement concret, je vais prendre l'exemple de l'antenne du Havre, où nous sommes présents depuis 2014, février 2014. C'est une antenne qui est dirigée aujourd'hui par Reda Boujema. Il y a également une autre personne qui est Marion, qui est chargée d'accompagnement. Donc très concrètement, tous les jours dans ce bureau, nous accueillons des personnes donc, qui ont une idée pour créer une activité professionnelle. Et en fait, on les accompagne, alors ce qui est important de préciser, de manière totalement gratuite, sans limite de temps. Donc en général, l'accompagnement dure 6 mois, mais ça peut aller bien au-delà. Et donc on les accompagne dans toutes les phases de création et de développement de l'entreprise. Donc c'est à la fois une étude sur la stratégie commerciale, une étude sur les différents moyens juridiques ou quelle catégorie juridique choisir. Et véritablement, ce qu'on essaie de faire, c'est on ne porte pas de jugement finalement sur le type d'activité, mais de faire en sorte que cette idée aille jusqu'au bout. Et que ce soit véritablement surtout une activité qui soit pérenne, et une activité aussi qui a un impact positif sur les territoires, impact positif qui peut être soit sur la dimension sociale ou la dimension économique ou la dimension environnementale. Et un chiffre que je souhaitais aborder avec vous et mettre en avant, on a réalisé en juillet une étude de pérennité pour savoir ce que devenaient les entreprises et les entrepreneurs que nous avions accompagnés en 2015. Qu'est-ce qu'ils étaient devenus en 2018? Et le taux de pérennité des entreprises que nous avons accompagnées après 3 ans est de 69%, ce qui est au-dessus du taux de pérennité national qui est, je crois, de 66%. Donc ça montre que ce que nous faisons fonctionne, que c'est efficace.
Cependant, au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi souligner qu'en effet, les entrepreneurs que nous accompagnons, qui sont surtout des entrepreneurs dans les quartiers, ont un rôle fondamental dans le cadre du développement territorial. Et troisième chose aussi, je pense que sur laquelle on est tous d'accord, on n'arrivera pas, je dirais, à avoir plus d'impact, à changer d'échelle si on n'a pas de stratégie d'alliance commune. Il faut bien sûr qu'on soit soutenu par les pouvoirs publics. Il faut aussi qu'on ait le soutien de bailleurs privés, tels que la Fondation Eiffage. Et également, je suis convaincue qu'on peut travailler ensemble, aussi bien avec Mosaïque RH et avec également Frédéric Bardot et Simplon. Et c'est comme ça que je pense qu'on va arriver à avoir plus d'impact tous ensemble. Voilà. Merci Géraldine. Saïd Amouche, vous m'avez dit qu'on a préparé cette table ronde il y a 7 ans. Je venais pour mon premier LH Forum et en fait je recevais le prix de jeune entrepreneur. Donc après vous êtes toujours là. Bien, bravo. Pour un entrepreneur, c'est pas toujours facile. Et vous êtes aujourd'hui à la tête de Mosaïque RH, justement cette stratégie d'alliance. Vous qui êtes fort de cette expérience de jeune entrepreneur, comment vous pouvez la mettre en place, cette alliance, en quoi elle consiste? Et puis quel message vous pourriez passer aux jeunes qui ne pensent pas toujours à entreprendre, mais ils sont nombreux à entreprendre dans les quartiers prioritaires? Bonjour à tous. Alors, en fait, nous, on part du constat qu'en réalité, en banlieue, dans ce qu'on appelle les territoires défavorisés, on a 2 grandes catégories de population. On a ceux qui sont déjà en souffrance parce qu'ils cumulent un certain nombre de difficultés, et heureusement qu'on a des politiques d'insertion, de lutte contre l'exclusion qui se mettent en place. Et puis on a une population qui n'est pas à ce stade-là et qui peut demain en fait faire des choses très vite, à condition qu'ils soient bien connectés, à condition qu'ils ont d'obtenir le bon conseil ou bénéficier de la bonne clé d'entrée. Et donc c'est pour ça qu'on trouve intéressant tout ce qui est fait en fait sur l'axe de l'entrepreneuriat chez Platnet. Positive Planète. Et donc, Planète positive en français dans le texte. Nous, on pense qu'en fait, donc il faut mettre aussi le paquet en fait sur ces gens qui sont proches de l'emploi ou près de l'emploi pour pouvoir les promouvoir leurs compétences auprès des recruteurs. On a un vrai problème en France et je ne rebondirai pas sur la polémique de la semaine dernière. Évidemment, il y a des postes non pourvus. Évidemment, en fait, on a des candidats qui sont qualifiés, diplômés, disponibles, et on n'arrive pas à faire cette jonction. Donc nous, on a décidé de créer un cabinet de recrutement qui partait en fait des besoins des entreprises, qui se faisait briefer par les managers sur leurs exigences, et qu'à partir du moment où on comprend en fait là où il y a un besoin, on est capable de détecter dans cette population près à l'emploi ou proche à l'emploi, et on recrée du lien. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place un modèle de cabinet de recrutement dans une logique non-profit. Ce qui nous a permis, en fait, en l'espace de 10 ans, et je pense que le coup de pouce du LH Forum à nos débuts a été également extrêmement bénéfique. Ça nous a permis, en fait, d'être visible, d'être crédible et surtout d'avoir des résultats. Conclusion, c'est 6000 candidats qui ont signé dans plus de 80% des entreprises du CAC 40 sur des populations qu'on n'avait pas envie de rencontrer, qui n'avaient pas accès à ces rendez-vous et qui étaient discriminés par leur origine sociale, leur origine territoriale ou leur origine culturelle. Donc il y a un vrai fait en fait de société. Nous on pense que à côté de ça, en fait, c'est le même type de raisonnement. Finalement, ce sont des talents discriminés, qu'on soit dans un modèle d'entrepreneuriat ou de salariat. En fait, il y a une politique de l'inclusion économique qu'il faut imaginer. Et c'est ça qu'on aimerait en fait faire davantage. Et c'est le combat aujourd'hui sur lequel on travaille, puisque évidemment ce type de politique ne peut se faire seul au sein d'organisations, mais ne peut résider que dans une synergie collective en fait, à la fois dans la vision mais également dans la mise en œuvre. Et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'on est à nouveau dans ce rendez-vous, et puis on a une petite surprise à annoncer tout à l'heure. Oui, à la fin. Oui, il faut garder les bonnes nouvelles pour la fin. Xavier Lantier. On parle de synergie, d'alliance, et notamment l'alliance avec le secteur privé que vous représentez. Vous qui êtes à la Fondation Eiffage, pourquoi Eiffage a choisi de s'investir aux côtés de Positive Planète en faveur de l'entrepreneuriat dans les quartiers prioritaires? C'est une rencontre, puisque en fait c'est une association qui s'appelle le CREPI, qui est au Havre. CREPI, ça veut dire Club Régional d'entreprise pour l'insertion, qui nous a
alerté sur le fait que PPF Le Havre faisait un boulot intéressant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, en permettant à des personnes éloignées de l'emploi de créer leur micro-entreprise pour travailler. Et ça a matché avec nous parce que le groupe Eiffage a signé la charte entreprises et quartiers en 2013. On a renouvelé notre engagement en 2016 et la Fondation a été retenue comme étant l'outil qui pouvait être utilisé pour soutenir des actions dans les quartiers prioritaires. Et pour ce qui concerne Le Havre, on va toujours auditer les projets qu'on nous présente. Et donc j'ai rencontré notamment Reda. Et c'est une rencontre qui était intéressante puisqu'il est né dans ce quartier prioritaire, il y vit, il y travaille et il souhaite que d'autres aient la même chance que lui. Donc c'est un ensemble d'éléments qui fait que nous avons décidé d'accompagner Planète Positive France au Havre. Et on a continué ensuite, l'année d'après, dans un nouvel établissement à Paris. Et cette année, nous l'avons fait à Roubaix. Bravo. Frédéric Bardot, on parlait d'alliance, de stratégie d'alliance, de synergie. Comment vous, qui êtes président, cofondateur de Simplon.co, qui donc agit dans le domaine de la formation professionnelle, comment vous pouvez interagir avec Géraldine à la Fondation Positive Planète ou avec Saïd et avec Claude, pourquoi pas aussi? Oui, merci. On est assez joueurs, nous, donc on aime bien faire des choses à plusieurs, d'autant qu'on est sur les mêmes territoires, souvent sur les mêmes publics, avec les mêmes philosophies d'action, mais on a des leviers qui sont différents. Donc effectivement, on plaide beaucoup, moi je dis ça sous la forme d'un clin d'œil, je parle de Justice League. Donc vous imaginez tous les super-héros, Superman, Wonder Woman, etc. On va dire Superman c'est Saïd, Wonder Woman c'est Géraldine. Et voilà, en fait, Superman n'a pas la solution au problème de la planète, Wonder Woman non plus, mais par contre, quand ils se mettent ensemble, ça fait une Justice League, et donc on peut faire des choses intéressantes. Donc on plaide beaucoup là-dessus, d'autant que le numérique nous amène à faire des choses très transversales. Donc le métier de Simplon, c'est former gratuitement des demandeurs d'emploi au numérique. On a une 50aine d'écoles en France et un petit peu partout ailleurs, et elles sont principalement localisées dans des quartiers politiques de la ville, où elles s'adressent à des publics qui sont habitants des quartiers politiques de la ville. Donc avec un taux d'insertion à 80%, parce qu'il y a beaucoup de travail dans le domaine du numérique, on utilise cette tension de recrutement comme un levier d'insertion, et je rejoins complètement Saïd et l'approche de Mosaïque. C'est en fait un révélateur de talent. On n'est pas dans l'assistanat ou le misérabilisme, hein. C'est des gens des talents gâchés, alors qu'il y a des postes qui sont ouverts au recrutement et qui sont non pourvus. Donc on fait ce matching sur le numérique. Et donc sur les territoires sur lesquels on intervient, forcément il y a plein d'autres acteurs qui interviennent. Donc avec Positive Planète, c'est évident parce que 5 à 7% des gens qui sont formés à Simplon se tournent vers l'auto-entrepreneuriat ou l'entrepreneuriat. Donc là, clairement, il y a une évidence de continuum. Et en plus, on a, même si on attend encore le résultat officiel, déposé des dossiers ensemble dans le cadre du dispositif Grande École du numérique, qui permet, dans le cadre de l'État, une labellisation et un financement pour ouvrir des écoles sur les métiers du numérique et sur l'entrepreneuriat, entrepreneuriat numérique ou pas. Parce que c'est vrai qu'en préparant un petit peu ce panel, même si avec Dominique on s'est raté au téléphone, j'ai quand même préparé ce panel, et donc je m'en excuse publiquement devant tout le monde. C'est très difficile de se joindre au téléphone, vous savez. Donc, les réseaux sont très encombrés. Comme ça, moi, je fais amende honorable devant tout le monde. Entreprendre en banlieue avec le numérique. Entreprendre en banlieue avec le numérique, ça peut être entreprendre et rejoindre une plateforme numérique qui pourrait faire, par exemple, des VTC ou des choses comme ça. Ça peut être ça, hein, l'entrepreneuriat ou l'auto-entrepreneuriat impulsé par le numérique et par une plateforme. Ça peut être aussi améliorer son employabilité et son statut d'auto-entrepreneur ou de chef d'entreprise en se formant au numérique. C'est ce qu'on fait, ce qu'on va faire de plus en plus avec Positive Planète. Et ça peut aussi monter sa boîte du numérique. Il y a plein de Simploniens et de Simploniennes qui ont monté des startups, qu'elles soient à impact social ou pas, dans le domaine du numérique. Donc bien sûr, ça fourmille d'idées dans ces quartiers. Et donc la logique, c'est évidemment d'accompagner ce mouvement-là. Et ce serait complètement stupide de le faire tout seul. Donc l'avenir est à la Justice League. Donc voilà, je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'on aura des collaborations multiples. Claude, votre expérience, elle peut apporter beaucoup à Positive Planète, puisqu'en fait, vous m'avez dit, moi je suis un sérieux investisseur, un sérieux entrepreneur.
Vous avez eu des expériences heureuses, un peu moins heureuses, et c'est d'ailleurs une des raisons qui vous a amené à quitter la France pour aller vous installer aux États-Unis. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme écosystème favorable, on va dire, aux États-Unis qui n'existait pas en France quand vous avez voulu entreprendre? Aux États-Unis, la prise de risque. Et aujourd'hui, est-ce que ce sera encore le cas? Ce sera la question d'après. Oui, très bien. Oui, en France, c'est vrai qu'on a rattrapé une partie du retard, mais aux États-Unis, la prise de risque est complètement différente parce que les structures n'hésitent pas à investir dans les jeunes structures. Les structures établies et installées n'existent pas à investir. Quand elles voient des talents, quand elles identifient des entrepreneurs qui arrivent à fédérer des talents autour d'un projet porteur, elles n'hésitent pas à mettre le paquet au niveau du financement. Alors qu'en France, mes amis qui essayaient d'entreprendre à 24-25 ans avaient beaucoup de mal à trouver du financement auprès des banques et même à l'époque auprès des investisseurs, même si c'est en train de changer, comme je le disais tout à l'heure, et qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de capital risque, beaucoup plus d'entreprises qui créent des fonds d'amorçage. La culture du risque est beaucoup plus installée aux États-Unis. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui en France, c'est avec le basculement numérique, justement, il y a beaucoup d'opportunités qui se révèlent. Et moi, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je voulais rencontrer Frédéric, parce que je suis Simplot depuis le début, et je suis très impliqué dans le développement de ces entreprises du numérique. J'ai investi dans une 20aine d'entreprises, et Simplot est une entreprise modèle. Mais ce qui est intéressant avec ce type de rencontre, c'est justement ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est que ça se crée en général au moment d'une rencontre. Et je parlais tout à l'heure d'une entrepreneuse, devenue entrepreneuse, qui était à l'époque stagiaire étudiante que j'ai rencontrée ici au Havre et que j'accompagne depuis la première édition du LH Forum. Mais Saïd et moi, depuis justement 5-6 ans, on essaie de collaborer avec certains de mes clients sur des projets justement qui permettront à certains jeunes de banlieue de soit s'insérer grâce à un emploi salarié dans une entreprise, ou soit éventuellement créer leur structure grâce éventuellement au soutien financier de structures du CAC 40. Donc voilà, donc aujourd'hui, c'est ce type de collaboration qui sont possibles en France, alors qu'il y a 20 ans, lorsque j'ai quitté la France pour aller m'installer d'abord à Londres et ensuite à New York, c'était beaucoup plus difficile. Vous reprendriez aujourd'hui votre baluchon pour repartir aux États-Unis? C'est à faire, vous le referiez dans les conditions actuelles aujourd'hui? Parce que ça s'est un peu durci, non? Aux États-Unis, c'est devenu plus complexe, non? C'est devenu plus complexe parce que les grands acteurs de la nouvelle économie ont capté toute la rente. Et ça devient très difficile dans les domaines dans lesquels j'évolue. Donc c'est plus difficile aujourd'hui pour un jeune d'entreprendre dans les milieux culturels et les médias qu'avant. Malgré tout, le différentiel est là, et je pense que les États-Unis ont encore un peu d'avance sur la France. Saïd Amouche, comment convaincre et comment développer la culture de l'entrepreneuriat? On dit souvent qu'en France, on n'a pas la culture de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est la même chose dans les quartiers prioritaires? Et comment cultiver, comment développer cette culture de l'entrepreneuriat? Alors en fait, comment donner confiance, par exemple? Il y a différentes façons de faire, mais je vais revenir sur un chiffre qui est quand même assez surprenant et qu'il faut rappeler. Il faut savoir que dans les quartiers, on a 1 habitant sur 4 qui a envie d'entreprendre à un moment donné son projet. Et lorsqu'il a entrepris, on a un taux de satisfaction qui monte à 80% de niveau de satisfaction. Donc il y a vraiment un niveau d'envie, l'envie est là et la motivation est au rendez-vous. Après, c'est comment ça se met en œuvre. Évidemment, il faut trouver son projet, il faut avoir les outils, il faut accéder à du financement, il faut trouver son marché, et c'est compliqué. Donc il y a 2 voies. Donc on a la voie classique, et on a un certain nombre d'outils qui permettent de réussir ou pas, et on a une voie qui est alternative et qui peut aussi donner en fait des sources de motivation. Quand on regarde les projets qui ont émergé et qui marchent plutôt bien aujourd'hui, on a des projets comme Simplon, c'est des projets qui partent en fait d'un problème de société. On a une carence de développeurs en France. Donc, soit on fait comme une grande majorité des citoyens, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des métiers pourvus, non pourvus, donc on considère que c'est un scandale et on alimente les journalistes avec un certain nombre de réflexions et puis on critique le système. Soit on décide de construire son école pour, à partir du moment où on a diagnostiqué que les plus fragiles avaient aussi
leur place dans le numérique, et derrière on crée une dynamique où on prend ses responsabilités. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire que moi, quand j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai été jeune diplômé, j'ai diagnostiqué un certain nombre de problèmes. Et c'est vrai qu'à compétences égales, parce qu'on est d'origine maghrébine ou africaine, eh bien, d'après le Bureau international du travail, c'est 4 fois moins d'entretien à compétences égales. Parce qu'on habite un quartier politique de la ville, eh bien, c'est à compétences égales, eh bien, c'est X fois moins. Donc il y a une vraie discrimination sur le cœur. Et donc du coup, encore une fois, soit on se révolte, soit on utilise cette énergie pour pouvoir en faire un projet d'avenir. Et donc nous, on a créé un cabinet de recrutement. 10 ans après, c'est 45 collaborateurs aujourd'hui qui sont installés. C'est un réseau au niveau national et c'est une croissance de 30%. Donc on voit bien qu'à un moment donné, on peut à la fois résoudre un problème de société tout en utilisant les codes en fait, de l'entrepreneuriat. Et c'est peut-être les nouvelles sources en fait, qui alimenteront demain les politiques publiques. Petite relance, comment vous faites pour convaincre des chefs d'entreprise qui sans vous n'auraient peut-être pas été? Quels sont vos arguments? Alors, Comment nous, vous y on prenez? estime que tout soit... En fait, celui qui fait le contrat, c'est l'entreprise. Donc, c'est d'abord l'entreprise qui a son mot à dire. Elle doit... Il y a un enjeu d'accès à l'information. Donc, et d'ailleurs, je suis ravi de revoir Géraldine, puisqu'elle fait partie en fait, des premières parties prenantes qui nous ont aidés à construire nos modèles. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a plein de postes à pourvoir, il faut les connaître et ensuite faire le marketing de ces opportunités sur les quartiers populaires. Et donc ça attire en fait les jeunes parce qu'il y a plein de jeunes qui ont envie de réussir. On n'a pas d'autre choix en fait que de passer par l'émancipation économique. Donc on ne va pas attendre. Donc il y a une masse aujourd'hui d'individus qui souhaitent en fait rentrer dans un dispositif d'émancipation. Et quand on leur donne la possibilité de dire, bah, écoutez, là, il y a des postes chez Accenture, il y a des postes chez BNP, il y a des postes dans des boîtes prestigieuses dans tel ou tel secteur, et là récemment Chanel par exemple, eh bien, on est en contact direct avec les recruteurs. Donc si on trouve le candidat qui correspond, on les présente, on les recommande, avec un travail évidemment pro d'évaluation de compétences et de rapprochement. Et petit à petit, finalement, quand ça marche une fois, l'entreprise est satisfaite, se dit bah, c'est chouette, pourquoi pas le faire 2 fois, pourquoi pas travailler sur d'autres axes. Et aujourd'hui, on arrive à positionner non plus simplement des jeunes diplômés, mais également en fait, sur des fonctions seniors, sur des fonctions de direction dans ces entreprises. Géraldine, vous avez raison, c'est un travail de pierre à pierre. Oui, c'est un travail de construction quotidien. Goutte après goutte, Je souhaiterais aussi souligner par rapport à l'émancipation, c'est vrai qu'il faut aussi peut-être évoquer le fait qu'il y a énormément aussi de femmes dans les quartiers qui entreprennent. Nous, on accompagne, je crois, plus de 40% de femmes. Et je crois que globalement, c'est vrai qu'il y a dans les quartiers politiques de la ville, en effet, cette volonté, cet engagement d'un certain nombre de femmes de finalement trouver une solution et créer leur activité grâce à la création d'entreprises, alors même que le taux de chômage des femmes dans les quartiers est beaucoup plus élevé que sur le territoire national. Donc c'est aussi important, en effet, de souligner que la création d'entreprises, souvent, elle résulte d'une vraie volonté de la part des personnes qu'on rencontre, que rencontre Saïd, que rencontre Simplon, qu'on rencontre nous également, de trouver une solution et de se créer son job, en fait. C'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça, en tout cas, que nous, on souhaite accompagner au jour le jour les personnes qu'on rencontre, les personnes qu'on accompagne. Alors, moi, je voulais me substituer à Dominique le temps d'une question et poser une question donc à Saïd et raconter une anecdote. Il y a 2 ans et demi, j'ai reçu l'invitation signée Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Emmanuel Macron et Saïd Amouche vous invitent à Bercy pour un événement autour des jeunes qui veulent entreprendre. Moi, j'étais invitée aussi, hein, Saïd, tu m'avais invitée. Voilà. Et donc, ma question est toute simple. Saïd, toi qui as eu la chance de travailler main dans la main avec Emmanuel Macron sur cette initiative et d'autres depuis 2016, je pense, est-ce qu'au sommet de l'État, on peut dire que les choses sont en train de changer de telle sorte que ça puisse vraiment essaimer sur toute la France aujourd'hui? Ou est-ce que, justement, ça met un peu plus de temps à se mettre en place? Voilà, c'était une question toute simple qui n'engage pas forcément de polémique, mais je voulais savoir si, à ce niveau-là, les choses avaient changé au sommet de l'État. Moi, j'aurais pas osé la poser. Vous avez bien fait de la poser, franchement. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui,
c'est très compliqué en fait de considérer que la recette, la formule va être décrétée, elle va être mise en application. Ça ne marche pas comme ça en réalité. Ça ne marche pas comme ça parce qu'on peut être au plus haut sommet de l'État, il y a des administrations, il y a des circuits longs de décision, il faut trouver des budgets, ensuite il faut décliner au niveau local. Et c'est un processus de toute façon de co-construction qui se veut dans la durée. Donc en fait, le rôle d'entrepreneurs comme nous aujourd'hui, c'est pas de faire de la politique. Notre rôle aujourd'hui, c'est de permettre de faire remonter cette expérience terrain qu'on a accumulée depuis un certain nombre d'années pour pouvoir ensuite influencer, faire bouger les lignes au plus haut sommet de la fonction publique. Et donc du coup, voilà, c'est le combat sur lequel on est en ce moment. Rien n'est joué, mais en tout cas, les portes sont ouvertes pour pouvoir créer du changement systémique à moyen terme. Frédéric Bardot, c'est pas plutôt la société civile justement de développer l'entrepreneuriat? Moi, je ne crois pas beaucoup que l'État puisse vraiment aider. Et je pense que l'État a ses limites. Ça, c'est mon point de vue. Et là, je sors un petit peu de mon rôle de journaliste. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt finalement à nous tous de se prendre par la main et d'y aller et d'investir et d'entreprendre? Est-ce que vraiment vous croyez Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Personne n'a la solution tout seul, hein, ni Emmanuel Macron, ni les territoires, ni les ONG. Donc effectivement, c'est une chaîne de valeur. Il faut que tout le monde s'y mette et qu'il y ait des cadres, on va dire, qui permettent la collaboration la plus large et l'alignement des planètes, on va dire. Mais c'est vrai qu'entrepreneur, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, est un mot français. Donc, le président de la République l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Il y a de l'entrepreneuriat en France. Hein. Xavier Niel dit souvent que c'est un des plus beaux pays du monde pour entreprendre parce qu'il y a quand même un paquet d'aides, d'accompagnement. Quand on a une idée en France, voilà, il n'y a peut-être pas le même niveau d'intensité capitalistique en termes de fonds d'investissement qu'aux États-Unis, mais quelqu'un qui peut le faire a largement la possibilité de le faire. C'est plus compliqué quand on vient d'un quartier, c'est clair. Il y a des gens comme Moussa Camara avec les déterminés qui montrent qu'il y a une question de réseau aussi et qu'on n'a pas accès aux mêmes choses. Mais je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Pas du tout même. Moi, quand même, je vais rajouter une petite chose, c'est que le rôle de l'État quand même est important. Est important, en tout cas nous dans notre situation, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ce qu'on fait, l'accompagnement qu'on fait est totalement gratuit. Et donc par rapport à ça, on n'a pas quelque part de modèle économique, et donc pour pouvoir accueillir gratuitement plus de 5000 personnes par an, puisque c'est en moyenne ce qu'on fait, et pouvoir accompagner plus de 1200 créateurs d'entreprises en moyenne par an, et comme c'est gratuit, il faut quand même qu'on ait le soutien d'acteurs publics et d'acteurs privés, mais les acteurs publics aussi. Et en tout cas, pour nous, je dirais que le rôle de l'État est quand même extrêmement important. Et donc, il y a aujourd'hui, en effet, un certain nombre de dynamiques qui sont engagées. Il y a, je pense, une vraie volonté, en effet, de différents ministères, de différents acteurs pour faire en sorte que peut-être ça aille plus vite, que peut-être que ça soit plus simple. Et je pense qu'aussi, ils nous incitent à travailler ensemble. Mais quand même, le rôle de l'État, et notamment sur la partie financière, c'est quand même important. Xavier Lantier, vous partagez ce point de vue? C'est un peu une question piège, peut-être que je vous pose. Hein. Non. Ce n'est pas une question piège. Moi, je rajouterais simplement que les entreprises ont un rôle à jouer. C'est aussi la raison pour laquelle on a décidé de s'investir à plusieurs reprises dans Planète Positive France. C'est qu'au-delà de la subvention, on attend aussi de nos collaborateurs qu'ils s'investissent dans les agences de Planète Positive France, soit en étant des mentors, c'est-à-dire qu'ils acceptent d'accompagner quelqu'un qui a un projet et leur apportent leur expérience, parce que dans le BTP, la plupart de nos personnels travaillent sur chantier, et des chantiers de toute taille. Et en fait, c'est des micros à des très grandes entreprises, un chantier. Donc l'esprit entrepreneur, il existe aussi. Et donc on attend de nos collaborateurs qu'ils s'investissent dans les agences Planète Positive France en tant que mentors, ou alors on fait appel à eux quand ils ont une expertise particulière en juridique, commercial, fiscal, etc. D'ailleurs, avant de vous confier la parole, Frédéric, on voulait lancer un appel, faire une sorte de boîte à idées. Si quelqu'un a des projets, des idées, qu'il n'hésite pas à les faire parvenir. Oui, en effet. Jusqu'à vos 12 oreilles. C'est en effet l'occasion et l'opportunité aussi, l'opportunité pour moi de dire que tout aujourd'hui, vous aurez aussi la chance de rencontrer des entrepreneurs que nous avons accompagnés, n'est-ce pas, Reda? Donc il y a plusieurs rendez-vous qui sont organisés. Donc il y a une table ronde à 11h où 2 entrepreneurs qu'on a accompagnés, l'un un coach professionnel et je crois l'autre une personne qui a créé une école Montessori.
Et puis ensuite, il y a des meet-ups, c'est-à-dire des entrepreneurs pareils que nous avons accompagnés qui vont pitcher pour présenter leur projet. Et enfin, je crois qu'il y a un marché solidaire à 12h où un certain nombre d'entrepreneurs que nous avons accompagnés vont venir vendre en fait les produits qu'ils réalisent. Donc c'est à la fois du traiteur, mais c'est aussi des vêtements et je crois également du mobilier recyclé. Voilà. Frédéric Bardot. Oui, je me disais en nous écoutant, je voudrais pas qu'on donne l'impression que c'est important d'aider les quartiers ou d'aider les gens qui ont des idées dans les quartiers dans une logique où en fait il faudrait effectivement être dans quelque chose d'assez asymétrique en disant il faut bien les aider, etc. Non, ça a été prouvé, l'aide ne sert jamais à rien. Voilà, mais ça a été prouvé. Hein, ça a été mais en plus, je veux dire, on dit souvent, et Saïd le représente très bien depuis 10 ans, la diversité est une force pour les entreprises en termes de performance, de résilience, etc. Mais c'est vrai aussi pour l'entrepreneuriat. On a dans l'entrepreneuriat quand même une forme d'entrepreneuriat qui manque de diversité. Les porteurs de projets sont quand même tous un peu des hommes blancs qui ont fait des écoles de commerce. Et donc si on favorise l'entrepreneuriat qui vient des quartiers et dans les quartiers, on change aussi la diversité et la nature des types d'idées qui vont émerger. Et on sait, France Stratégie l'a montré, que plus il y a de diversité dans une entreprise, plus le PIB gagne. Donc plus il y aura de diversité dans l'entrepreneuriat, plus en fait on va gagner. Et pas seulement pour les quartiers ou pour les gens des quartiers. C'est nous aussi qu'on sert quand on fait la promotion de la diversité dans l'entrepreneuriat. C'est très important, je pense. Plus centré sur vos activités, on dit souvent que le chômage est aussi dû en grande partie à une inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Vous qui êtes dans la formation professionnelle, est-ce qu'il n'y a pas aussi toute une réforme, enfin je ne sais pas si le mot est celui qui convient, est-ce qu'il n'y a pas, en tout cas, il faut revoir la question de la formation professionnelle, réinvestir dans la formation professionnelle qui quand même aujourd'hui laisse beaucoup à désirer? Là, pour le coup, sous ce mandat-là et sous ce quinquennat-là, c'est ouvert cet immense chantier. Hein. Donc il y a une révolution qui est en cours dans la formation professionnelle à tous les niveaux, au niveau des certifications, des financements, des opérateurs. Hein. Les organismes qui collectent le 1% formation des entreprises, hein, qui s'appellent les OPCA, vont devenir des OPCO. Toute la chaîne de valeur va être modifiée. Il y a un plan de 14,7 milliards d'euros sur le quinquennat qui s'appelle le plan d'investissement dans les compétences qui a été débloqué. 15 milliards d'euros, c'est énorme. Donc la bataille de la compétitivité, de la résilience et de l'égalité des chances, elle se fait sur la formation. Donc oui, ça va aller dans le bon sens. Hein. On dispose tous d'un compte personnel de formation qui va pouvoir être mobilisé et utilisé quand on veut faire une formation chez Simplon, ou quand on veut faire de l'entrepreneuriat chez Positive Planet. Donc ça va dans le bon sens. Après, l'appariement ou le fait de matcher l'offre et la demande, ça paraît extrêmement séduisant, mais c'est beaucoup plus compliqué dans les faits parce qu'il y a des décalages, parce que les opérateurs de formation sont parfois les régions au niveau local et que le temps que la région se dise il y a un métier en tension, je lance un appel d'offres, 2 ans après, je choisis mes prestataires, 3 ans après, il y a des gens sur le marché du travail. Le marché du travail a bougé. Donc le diable est dans les détails, mais le plus grand chantier, un des plus grands chantiers du quinquennat qui s'est ouvert, c'est la réforme de la formation professionnelle. Elle est en cours et ça va dans le bon sens. Saïd Amouche, vous vouliez intervenir sur la formation. Sur la question en fait, de la fluidification du marché du travail, il y a quand même un sujet autour du CV. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est dans des pratiques professionnelles qui fondent en fait toute la réflexion sur la base du CV. Et en fait, en réalité, le CV est discriminant. Donc, si on considère que le CV est discriminant et qu'il nous met en pénurie de compétences et on évalue jusqu'à 500 000 postes selon le MEDEF chaque année, donc on a un problème. Ça veut dire qu'on ne crée pas de valeur, on perd de la valeur. À un moment donné, on doit résoudre les déficits, on doit financer notre croissance, donc il y a un problème. Donc comment on fait pour mettre en situation professionnelle ces 25% en fait de chômage de jeunes dans les quartiers et ces emplois non pourvus. Il ne suffira pas de traverser la rue pour reprendre une formule et peut-être qu'il y a d'autres solutions. Et la solution sur laquelle on travaille là, on est en train de lancer une start-up. Cette start-up, elle considère que finalement, si on était capable demain de donner accès aux entreprises à une lecture d'un candidat, d'un profil sur ce qu'il sait faire et son potentiel professionnel et plus sur son CV, eh bien on est en train de résoudre une partie du problème. Et ça, on est capable de le faire aujourd'hui en proposant systématiquement à tous nos candidats de passer un test derrière un assessment qui s'appelle Assess First, qui est l'outil qu'on utilise. Et donc on référence 8500 candidats maintenant dans une base de données qui s'appelle
diversifiervostalents.com, et ces candidats qui sont préqualifiés dans cette base de données sont aujourd'hui disponibles à tous ces recruteurs. Et on ne va plus les chercher sur l'entrée CV, mais on va les chercher sur le potentiel de chacun. Et ça permet en fait d'identifier les talents. Et quand on fait ça, derrière, la dernière étape, c'est d'automatiser les mises en relation. Et donc chaque recruteur, grâce à un algorithme de matching, lorsqu'il consulte cette plateforme, gratuitement, il a la possibilité d'avoir des candidats préqualifiés d'une manière immédiate. Et ça, c'est des innovations que la société civile porte et que j'espère que demain, l'État poussera au maximum. Claude Krajewski, c'est important justement la prise de conscience du potentiel et miser plus sur le potentiel que peut-être parfois sur des cursus scolaires ou universitaires. Je pense qu'avec mettre en avant le potentiel des gens. Oui, mais justement cette histoire de CV avec photo est pour moi tellement absurde. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, quand on voit qu'on met une photo sur un CV, ils n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse discriminer comme ça sur la base d'une photo. Et ça, c'est l'une des premières choses à changer, comme disait Saïd. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi de nouvelles opportunités pour d'autres types d'entrepreneurs, grâce justement au potentiel du numérique. Avec ce basculement numérique, ce qu'on constate, c'est que les talents des développeurs, des gens qui arrivent à créer, en fait, sont issus de milieux complètement différents et n'ont pas forcément fait beaucoup d'études. On a beaucoup parlé de Xavier Niel d'École 42, mais moi, j'aurais souhaité peut-être qu'on explique un petit peu plus ce que fait Simplon, parce que c'est vraiment très, très intéressant, et la manière dont vous arrivez à intégrer dans ce dispositif des talents issus d'horizons divers et d'origines sociales complètement différentes. Et ce n'est pas forcément une question de CV ou de grandes écoles ou de HEC, etc. Donc j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps pour comprendre ce que fait Simplon, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Merci Claude. Effectivement, nous, notre métier, on pensait que c'était la formation, mais ce n'est pas la formation, c'est le sourcing. Donc en fait, on va chercher dans des talents qui sont au chômage, sans regarder effectivement leurs horizons, leur âge, leur genre aussi, parce qu'il y a un problème de genre dans le numérique, il y a trop peu de femmes. Donc on regarde les gens par rapport à leurs critères sociaux, demandeurs d'emploi de longue durée, ce qu'on appelle maladroitement les décrocheurs. Moi, je pense que je suis vraiment partisan de trouver un autre mot pour ça, parce qu'en fait, ce ne sont pas des décrocheurs, hein, c'est des gens qui ont envie de raccrocher autre chose. Mais donc il y a, on le sait, 2 millions de personnes qui ont quitté le système scolaire en France, et c'est 100 000 nouveaux par an. Donc nous, on s'intéresse à ces populations-là, on les juge par rapport aux critères sociaux, à leur motivation, et on fait ce que vient de décrire un peu Saïd, c'est-à-dire des tests d'appétence ou de tourneur d'esprit. Donc, on ne peut pas prendre n'importe qui dans cette salle et en faire un développeur. Ça demande une logique un peu spéciale. Moi, par exemple, je ne l'ai pas, alors que pourtant j'ai fait des études, et on pourrait se dire, bah non, mais en fait, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la patience, je n'ai pas la rigueur, je n'ai pas ce mindset du développeur. Mais on peut trouver ça chez plein de gens différents. On a des bûcherons, des ASH, des auxiliaires de puériculture, des gens d'une 50aine d'années. Ils étaient faits pour faire de la programmation informatique, et en faisant quelques tests, on le voit. Et nous, c'est cet unique critère-là qui fait qu'on dit bah, viens à Simplon et on va te former gratuitement. Donc à la sortie, ça fait quoi? Sur les 2500 personnes qui ont été formées par Simplon, il y a 50% de gens qui n'ont même pas le bac, et ils finissent tous développeurs. Ils finissent pas sous-développeurs ou je sais pas quoi. Ils finissent développeurs dans des boîtes comme Accenture, comme Capgemini, etc. Après, on a 40% de femmes. Donc ça, c'est complètement surréaliste. Hein. Aucune école d'informatique, et surtout pas 42, dont ces taux de féminisation. Et on a 7% de personnes en situation de handicap, 7% de personnes réfugiées statutaires. Là aussi, on pense que les réfugiés sont une charge. Ben non, c'est un talent. La plupart des réfugiés qui viennent du Moyen-Orient sont diplômés de l'enseignement supérieur, et on leur propose des métiers qui sont très très bien, hein, mais c'est les métiers de bouche, les métiers du transport, du bâtiment, qui sont des métiers très respectables. Mais pourquoi proposer ça à des gens qui ont des diplômes en fac, qui étaient médecins, violoncellistes ou journalistes dans leur pays? Et donc voilà, nous on attire toute cette population auxquelles on ne donne pas les moyens de révéler leurs talents, et on match ça avec les entreprises qui sont en train de freiner leur business parce qu'elles n'ont pas assez de profil. Donc c'est quand même un double gâchis. Et donc effectivement, on le fait avec des tests comme l'a décrit un peu Saïd, ou alors le CV, le background que vous avez, la tête que vous avez, d'où vous venez, c'est pas important. Ou alors, si c'est important, c'est de la discrimination dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, si vous venez d'un quartier, si vous êtes une femme, si vous n'avez pas de diplôme, c'est plus simple pour vous d'intégrer Simplon que si vous n'avez pas ça. Donc c'est vrai qu'on a retourné un peu le problème. Géraldine, oui, non, c'était juste pour comment ?
Non, allez-y, je vous en prie. Tu voulais que je parle de mon ancienne expérience chez Capgemini? Non, non, je vais peut-être revenir aussi sur ce qu'on a construit. Alors, on est dans l'attente, hein, en effet, des résultats, mais ce qu'on a construit ensemble avec Simplon, en effet, dans le cadre de l'appel à projet Grande École du numérique, on a en fait souhaité tenir compte, en effet, de cette expérience, de cette proposition de formation au métier du numérique que je connais bien, puisqu'en effet, j'ai passé 16 ans au sein du groupe Capgemini et je m'occupais du partenariat Grande École du numérique. Et également, l'idée, c'est aussi d'insérer en fait dans le parcours et dans les parcours de Simplon, pas tant tous, mais dans un certain nombre, la dimension entrepreneuriale à destination en fait de deux publics. Il y a le public, en effet, si je puis dire, naturel et habituel de Simplon. Il y a en effet pas mal de personnes que vous formez qui ensuite font le choix de l'auto-entrepreneuriat et pour autant, en général, ne sont pas formés aux enjeux, en effet, de l'entrepreneuriat. Donc l'objectif, c'est par le biais de cette formation de pouvoir répondre à cet enjeu. Et enfin, dans le cadre en fait, des personnes que nous accompagnons, nous sommes aussi persuadés que la dimension numérique, la dimension digitale est essentielle. Et ça peut être un accélérateur pour ces personnes-là pour développer leur activité économique. Et donc ainsi, l'objectif c'est de répondre à la fois, je dirais, aux besoins des personnes que nous accompagnons, des personnes qui sont créateurs d'entreprises, et également de pouvoir aussi proposer aux personnes accompagnées par Simplon de développer à la suite également une entreprise. Donc voilà, c'est un exemple concret, je dirais, de collaboration qu'on envisage, parce que ce n'est pas encore totalement fait. Et ce qui va être très drôle, c'est que c'est des demandeurs d'emploi formés à Simplon qui vont accompagner numériquement des demandeurs d'emploi qui sont en logique d'entrepreneuriat chez Positive Planet. Donc vous voyez que de demandeurs d'emploi, où normalement vous êtes censé pas avoir de compétences, vous allez transmettre les compétences que vous venez d'apprendre à Simplon à des entrepreneurs qui sont eux aussi demandeurs d'emploi issus des quartiers. Donc là encore, le reverse mentoring est super puissant, quoi. J'aimerais aussi qu'on vienne peut-être sur la notion, alors c'est peut-être pas très positif, mais de l'échec. Est-ce que finalement l'échec, c'est pas la réussite de demain? Il faut savoir échouer, c'est ça aussi. On a parlé de la formation, on a parlé de recrutement, mais savoir échouer quand on entreprend. On dit qu'il n'y a pas d'apprentissage sans échec, hein, que c'est toujours de l'essai-erreur. Dans la Silicon Valley, on sait qu'une des devises de la Silicon Valley, c'est « fail fast ». Donc c'est échoue le plus vite possible pour pouvoir trouver une amélioration qui va te permettre d'échouer encore, mais de repousser la limite. Donc c'est vrai que l'échec, moi je ne sais pas pourquoi il n'y a pas des immenses colloques qui permettraient à des gens de décortiquer tous les échecs qui ont été faits de la part d'entrepreneurs, parce que Saïd peut apparaître comme un entrepreneur très successful, mais je suis sûr qu'il a plein d'échecs à raconter, et moi pareil, et on a plus à mon avis à apprendre des échecs et de comment ça s'est passé. Donc pour moi, il ne faudrait pas faire des success stories, mais des fail camps, ça existe, hein. Donc il y a des colloques sur les échecs, il faudrait bien décortiquer tout ça, et je pense que Claude, tu peux être que d'accord avec ça aussi. Oui, alors que en fait, il y a quand même un effet pernicieux que je constate moi dans les incubateurs que je visite, aussi bien dans le cadre de ce que je fais avec le MIT, qui est très très actif sur tous ces sujets, y compris en France, c'est que en France, le dispositif qui est en train d'être mis en place favorise l'émergence de nouvelles entreprises. Ça, on l'a dit. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont réellement en situation d'échec, mais qui sont quand même aidées parce qu'il faut montrer des success stories et qui vivotent comme ça pendant 4 ou 5 ans, alors qu'elles auraient dû déposer le bilan et passer à autre chose pour inventer autre chose et trouver une nouvelle idée qui aurait été peut-être plus porteuse. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas maintenir sous perfusion des entreprises qui n'ont pas de réel potentiel et accepter l'échec pour ensuite passer à autre chose. Saïd, vous n'avez pas envie de parler d'échec? Non, je pense qu'en fait, en réalité, la clé de la réussite passe par l'échec. Donc pour moi, l'échec participe à la réussite. Voilà. Bien sûr. Je voudrais apporter un petit complément à ce qui vient d'être dit. Dans l'entreprise Eiffage, on a une charte des valeurs qui a été, dans sa dernière version, rédigée au début des années 2000. Et parmi les valeurs qui sont défendues dans le groupe, il y a le droit à l'erreur. Mais une erreur une fois, elle ne se répète pas. Donc c'est l'autre limite que je mettrais à cette notion d'échec porteur. Il ne faut quand même pas répéter les mêmes erreurs. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. C'est peut-être le moment d'annoncer une bonne nouvelle, Géraldine, non?
tout à fait. En effet, comme on citait l'exemple de ce que nous sommes en train de faire et de construire avec Simplon, on s'est dit également, donc avec Saïd et avec les équipes de Mosaïque RH, et toujours dans cette logique en effet de stratégie d'alliance, d'impact, d'échelle, comment on peut faire pour être beaucoup plus présent sur les territoires, qu'on avait sûrement aussi intérêt à travailler un peu plus ensemble, donc Mosaïque RH et puis Positive Planète. Donc ce qu'on voulait annoncer aujourd'hui et ce matin, c'est en effet la signature d'une convention commune. En quelques mots, je laisserai Saïd compléter. L'idée, c'est que tout à la fois, nous, par rapport aux personnes qu'on rencontre, aux porteurs de projets qu'on rencontre, en effet, pour un certain nombre d'entre eux, comme tu le disais, le projet d'entreprise n'est peut-être pas forcément viable. Ou en tout cas, il faut plus de temps, ou en tout cas, il faut plus de maturité, il faut peut-être une étape intermédiaire. Et donc, notre objectif, c'est quand même de proposer et de suggérer une solution, quoi qu'il en soit, aux personnes qu'on rencontre. Et dans ce cadre-là, on peut leur proposer notamment de rencontrer Mosaïque RH, les équipes de Mosaïque RH, et de se mettre en position plutôt dans une situation de recherche d'emploi et de situation de salariés. Donc ça, c'est une première chose. Et puis enfin, inversement, en effet, comme le disait Saïd, ils rencontrent aujourd'hui énormément de candidats, ont une base de candidats extrêmement développée. Et donc l'objectif, c'est que parmi les candidats qu'ils rencontrent, qui se sont peut-être positionnés plutôt sur une stratégie de salariat, il y en a un certain nombre qui pourraient aussi avoir le souhait de créer des entreprises. Et donc l'objectif, c'est qu'en effet, les équipes de Mosaïque RH puissent donc faire en sorte qu'on puisse les rencontrer. Donc voilà, globalement, l'objectif de cette convention qu'on va signer là, maintenant, si on trouve un stylo. Mais je te laisse compléter, Saïd. J'en ai un de stylo, si vous avez besoin juste du stylo, j'en ai un. Oui, peut-être juste un mot. C'est-à-dire que voilà, entreprendre en banlieue, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se rend compte que 1 plus 1, ça peut faire 3. C'est ce fameux effet de synergie. Si on reste chacun dans notre couloir, eh bien, on aura de l'impact, un impact limité. On ira tenter de séduire les mêmes types de financeurs. On ira s'épuiser à raconter à chaque fois la même histoire. En revanche, si on est capable d'avoir une histoire commune et de construire en fait un futur avec, évidemment, en tenant en compte de nos enjeux et en faisant en fait une solution, une offre globale, eh bien c'est important et déterminant pour les bénéficiaires. C'est important pour nos financeurs, c'est important pour nos parties prenantes, nos clients, les entreprises, Eiffage. Et on voit bien que, par exemple, très concrètement, une boîte comme Eiffage, une personne qui a un tempérament en fait, d'entrepreneur, c'est une aptitude professionnelle. C'est pas est-ce que j'ai fait une grande école dans le bâtiment ou est-ce que j'ai eu un parcours sans faute, c'est est-ce que ou non j'ai un potentiel d'entrepreneur. Certes, j'ai essayé avec Positive Planète, j'ai pas trouvé mon projet, mais j'ai encore cette âme d'entrepreneur. On est briefé par Eiffage sur ce dont on a besoin et donc on va créer le lien entre le candidat qui est sorti de ce programme, qui passe par une session d'évaluation chez nous et qui va ensuite pousser et recommander ses aptitudes. Et c'est ça en fait la richesse en fait, qu'on souhaite construire au niveau national demain. C'est le moment de la signature. Oui. Et on fait ça d'une manière... Il y a peut-être une petite photo. Est-ce qu'il y a un photographe? Il n'y a pas une photo. C'est super, il y a des conventions, tu sais, dans les startups où on annonce les levées de fonds, 10 millions, machin. Et là, on annonce des synergies et des Justice League. C'est quand même vachement bien. Je vous laisse signer tous les deux. Hein. Super. Donc, je voudrais vraiment remercier le LH Forum de nous permettre de réaliser très concrètement en fait, des opérations qui créent des effets de synergie. Merci Jacques Attali, le LH Forum et Géraldine Peignet. Merci. Merci à vous d'être venus pour cette première table ronde de la journée. Et merci pour votre qualité d'écoute.